bonjour et bienvenue à Pack the Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis vraiment très content d'être là avec mes deux potes parce qu'on a beaucoup de rugby de ce week-end. Allez, descendu directement du K10 à Gare du Nord, c'est le plus jeune, peut-être le plus athlétique et surtout le plus dreadeux de notre pack, c'est Charlie Bayer. Salut Charlie. Salut mon ticket, le plus dreadeux, c'est une certitude absolue. Et ouais, je descends tout juste du train, arrivé direct from Mexico. Mais c'est pas mon arrivée de Bruxelles n'est pas l'élément essentiel de notre entrevue aujourd'hui. C'est que grâce à Facebook Memories, faites-vous souvenir, je me suis rappelé d'un bon temps, il y a 11 ans exactement, où on avait partagé ensemble une virée rugbystique avec nos amis de l'Océan Rugby Club à Casablanca, au Maroc, et ça m'a fait plaisir de me souvenir pourquoi on est encore là ensemble, amis, à partager sur le rugby, parce que ça avait commencé déjà il y a un petit moment. Oui, donc c'était un super souvenir avec notre club de l'époque. C'était Ocean Rugby Club, Océan. Et donc je me sentais super. J'étais en train de jouer au rugby à Maroc. Je me sentais comme un international. Mais en fait, le vrai seul international ici dans ce pack, c'est quand même le plus grand d'entre nous, notre savant de culture rugbystique. C'est Laura Singman. C'est le deuxième ligne de 2 mètres. C'est Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo. Oui, c'est moi, alors international, à toute proportion gardée quand même. Hein. J'ai été qu'international militaire, je veux pas du tout m'inventer un destin que je n'ai absolument pas eu. Mais c'est vrai que ça m'a permis de porter le maillot frappé du coq au moins quelques fois dans ma vie, et c'était un honneur, un grand privilège, un grand honneur et un grand souvenir. Donc ravi d'être là, en tout cas avec vous, pour parler de vrais internationaux, ceux qui nous ont fait rêver pendant ce tournoi et qui nous font de belles promesses, on l'espère, pour les mois qui viennent. Bah écoute, c'est notre épisode 96 et en fait ça m'a fait penser, c'est l'année où j'ai fini mes études à l'université. Et vous étiez où dans la vie les jeunes garçons en 96? Alors moi en 96, figure-toi, je fêtais mes 10 ans. Puisque je suis de 86, et à l'époque, mes facultés sportives m'avaient orienté vers de la danse moderne jazz, où j'étais beaucoup moqué, puisque je sortais de l'école primaire et j'arrivais au collège, où un mec qui faisait de la moderne jazz, c'était pas très bien vu, mais heureusement, je faisais aussi de l'escrime à côté, qui est beaucoup plus noble, et voilà où étaient un peu mes compétences sportives à l'époque. Mais tu n'étais pas encore dreadeux à cette période? Pas encore, mais j'étais très bouclé, mais à la Gontron-Bonheur, tu sais, dans Donald, là. J'avais des spaghettis sur la tête. Et moi, en 96, j'étais étudiant à Paris et surtout, je commençais à jouer au PUC après avoir joué à l'ACBB. Donc, j'avais troqué mes couleurs chéries du tango et noir avec mes copains du début de carrière en junior et puis en début de senior à l'ACBB pour commencer à aller au PUC qui, à ce moment-là, jouait en première division, une première division à 24 clubs ou peut-être 20 clubs, quelque chose comme ça. Moi, je jouais en espoir. Et puis ensuite, ce n'est que 4 ans plus tard que je me suis retrouvé au Racing. Donc, j'ai eu la chance de porter plusieurs tuniques du rugby parisien et d'en découvrir la diversité culturelle. Et c'est vrai que ce sont des clubs à forte identité. Et c'est un grand privilège d'avoir porté ces couleurs-là. Donc, en 96, c'était violet et blanc pour moi, Thierry. Ouais, je profite juste du fait que tu parles un peu de la CBB pour passer un petit bisou à nos copains de la CBB et qui ont dimanche et on en a porté plein. Fièrement leurs couleurs, on en a plein, et qui ont porté leurs couleurs, et je tiens à leur dire qu'ils ont un très très gros gilet, ils comprendront. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup à vous pour notre dernier épisode. On a eu plein d'écoutes, c'était super. Bien sûr, grâce à cette super match de nos Bleus, beaucoup de réactions aussi sur le réseau. Donc merci. Oui, bien sûr. Donc faites comme Sylvain, faites comme Sylvie, faites comme Philippe. Allez sur les réseaux sociaux, de dire un petit mot, ça nous fait du bien. Allez, on est content d'être là avec vous, nos chers écouteurs. Mais comme on dit en anglais, all good things must come to an end. Et voilà. Ceci Nation 2023, c'est fini. Aujourd'hui, on va parler de ces 3 grands matchs de week-end, mais un peu d'administration à faire avant. Ça va être notre dernier épisode pendant un petit bout de temps, parce que moi, personnellement, je vais en Irlande pendant quelques semaines pour le travail. Donc, ça doit être très sympa, mais en même temps, ça veut dire qu'on va louper le début de 6 Nations Femmes. Et oui, tournoi destination féminin qui va malheureusement encore nous obliger à parler de deuxième ligne. C'est pas nous qui l'exigeons, c'est le rugby qui est comme ça. Puisque la néo-capitaine de l'équipe de France est Audrey Forlani, deuxième ligne de son état.
qui a nouvellement été nommé capitaine pour ce tournoi venant, et on est tous derrière. On en avait déjà parlé dans nos podcasts précédents, saluant sa guerroyitude, que je sais pas comment on pourrait le dire, mais son combat. Voilà. Si c'était un mec, on dirait c'est un sacré client, et c'est vraiment un compliment. Donc, je sais pas si on peut dire c'est une sacrée cliente pour les filles. Ouais, c'est une sacrée cliente, ouais, ça marche, ouais. Ouais. Ok, ça marche, alors allons-y. Allons-y. Une chose, c'est sûr que je pense qu'on va bien sûr parler des Anglaises, hein, qui ont fait le Grand Chelem l'année dernière. Ils nous ont battu, c'était 24-14 pour le dernier match pour gagner leur tournoi. On a du mal quand même à battre ces Anglaises car ils nous ont battus aussi dans la Coupe du Monde, donc 13-7. Et même si nous, on a fini 3e dans la Coupe du Monde, eux, ils ont fini 2e. Juste derrière, ils étaient battus, eux, par Nouvelle-Zélande, qui ont bien sûr gagné le Coupe du Monde. Donc, il y a les 6 nations femmes qui démarrent là, la semaine qui vient, le week-end qui vient. On va être sans Laure Sensus, en fait, qui était élue meilleure joueur de dernier tournoi. Maintenant, elle a pris sa retraite internationale. Mais quand même, il y a des grands noms dans cette équipe. Il y a Rose Bernardo, il y a Agathe Socha, il y a les sœurs ménagères, il y a Fall, en parlant de deuxième ligne, Banet, Bourdon, Boujard aussi, qui a passé sur l'émission. Il y a aussi quelques noms qui vont nous manquer aussi, certaines personnes qui se réservent, on va dire, pour le Coupe du Monde de 7 qui va être cette année. Donc Amélie Boulard, pour des JO qui va être cette année. Donc Amélie Boulard, par exemple, Chloé Jacquet et notre 10 Caroline Drouin. Je pensais dans les joueuses qui allaient nous manquer, t'allais nous parler de la retraite de Safin Day qu'on a beaucoup aimé, apprécié et encensé dans ce podcast. Oui, et je pense que tu aimes beaucoup avec son coupe de cheveux aussi. Sa coupe de cheveux, son caractère et puis son côté avant. Moi, ça a été un grand 8 de l'équipe de France. Elle a fini, on en reparle encore, mais je n'y suis pour rien, hein. Mais elle a fini deuxième ligne. Et gros caractère. Et puis on avait beaucoup apprécié. Elle va manquer à l'équipe de France, mais elle l'a bien marqué. Elle prend une retraite méritée. Oui, donc en fait, en parlant de ça, il y a Jessie Trébert qui était, ça va être sa dernière année pour elle, dernier tournoi, ancienne quand même jour de l'année. Après, apparemment, j'ai lu qu'elle va reprendre la ferme familiale, donc c'est chouette. Donc on souhaite un bon. Ah oui, elle n'était pas au salon d'agriculture. À ce propos-là. Ça, je sais pas. Ah si, il me semble. Donc, c'est bonne nouvelle pour toi aussi, parce qu'il y a peut-être des nouvelles sœurs. Donc, on a des sœurs managères, mais aussi des sœurs Féléo, si j'ai dit bien, de Futuna. Donc, Futuna, tu peux m'expliquer un petit peu Futuna, parce que mon géographie française est moins bonne que des States. Il faut dire que c'est quand même pas la porte à côté. Hein, surtout de la métropole, puisque Wallis et Futuna, ce sont des petites îles du Pacifique, qui sont des territoires français d'outre-mer, dont viennent notamment pas mal de joueurs garçons qu'on connaît bien, qui sont arrivés au rugby entre les années 80, 90, 2000, et un certain nombre de Wallisiens ont même porté les couleurs de l'équipe de France. On avait notamment les frères Taofi Fenoua, qui sont eux arrivés dans les années 90, qui venaient de Wallis, qui ont fait le bonheur du club, en particulier de Grenoble, et qui sont pour Jean-Jacques, un des frères, les parents d'internationaux également, puisque leurs enfants qui sont nés en métropole ont fait du rugby aux écoles de rugby de là où ils étaient et sont devenus des cadors pour certains qu'on connaît bien maintenant. Voilà. Et à propos de Wallis et Futuna aussi, pour les cinéphiles, il y avait un super film qui était sorti en 2016 qui s'appelait Mercenaires de Sacha Wolf, ouais. Et c'était sur l'itinéraire d'un Wallisien qui arrivait en France pour du rugby en amateur payé, et c'est un beau film qui parle plus de l'humain que du rugby, mais qui a une rugby en toile de fond. Ouais, c'était pas que rose, hein, parce que ce sont des parcours. C'était pas très rose, ouais. C'était pas que rose, parce que ce sont des parcours. Faut mesurer ce que c'est, je pense, quand on a grandi dans des petites îles du Pacifique aussi loin de la métropole, que d'arriver vraiment à l'autre bout du globe dans une société aussi différente. Pour jouer au rugby là où il fait froid, alors que chez eux il fait tout le temps chaud, etc. Et je pense que ce sont quand même des déracinements qui sont assez violents, et on le voit effectivement dans ce film-là que j'avais vu, Charlie, c'est vrai, et tous ces gars qui sont parfois dans des clubs beaucoup moins réputés que le Stade Toulousain ou d'autres, où on les voit au sommet de la gloire, sont peut-être sur parfois des destins
avec beaucoup de courage et peut-être aussi pas mal de solitude et de difficulté. Je pense que il faut regarder ça aussi. C'est pas forcément la meilleure face de la pièce, mais Complètement, mais ce genre de parcours arrive même chez les professionnels, souvent de la part de gens qui viennent du Pacifique. Il y a des difficultés d'adaptation, et donc voilà, c'est dur, je pense, pour les professionnels, mais c'est dur aussi pour les amateurs. Et ce petit film, voilà, c'est la fin de la parenthèse. Hein. Excusez-moi pour cette minute cinématographique. On conclut là-dessus, voilà. Très bien, très bien. Écoutez, juste pour donner un petit point sur ces 6 nations, l'année dernière, il y avait quand même l'Angleterre qui a gagné. Nous, on était avec le Grand Chelem. Nous, on était 2e, Pays de Galles 3e, Irlande 4e, Italie 5e. Écosse, quand même, qui n'a pas gagné un match, ils ont tout perdu. Pays de Galles, il me semble aussi qu'ils commencent d'avoir plus en plus de joueuses payées, professionnelles, donc ça c'est chouette pour eux. Donc la semaine prochaine, on va jouer contre Italie, et la dernière fois, c'était 39 pour nous et 6 pour Italie. Les autres matchs, ça va être Angleterre contre l'Écosse et Pays de Galles contre Irlande. Et en parlant d'Irlande, quand je reviens d'Irlande, on va essayer de faire un épisode sur le rugby féminin et aussi the famous Heineken European Rugby Championship aussi, parce qu'il y aura pas mal de matchs à ce moment-là. Bon, les garçons, les U20, tu peux, notre cher Théo, tu peux nous dire un petit mot sur les U20 ? Oui, nos Français ont passé les pauvres Gallois, on va dire, à la moulinette, avec un 67-17 qui fait 50 points d'écart, ce qui est toujours un peu hard pour le perdant. Et malheureusement, j'allais dire, les Anglais ont perdu en Irlande, ce qui fait que les Irlandais ont, chez les U20 aussi, réalisé tout simplement le Grand Chelem, ce qui prouve qu'ils ont du réservoir chez les jeunes, en plus d'avoir du talent chez les grands, ce qui est pas forcément pour nous plaire. Hein. En revanche, ce qui est quand même assez sympa, c'est que les Italiens finissent à la 3e place, à égalité de points avec les Anglais, mais avec un bonus, un goal average favorable, puisqu'ils sont dans le vert pour 2 points, alors que les Anglais sont dans le négatif de 19 points. Donc ça fait classement final, Irlande, Grand Chelem, France, Italie, Angleterre, Écosse et Pays de Galles, avec malheureusement 0 victoire. Bravo à nos Bleuets. Absolument. Ouais, et bravo aussi quand même à Irlande, ça fait deux grands chelems, c'est quand même pas mal. Allez, ouais, c'est costaud. Allez, Rugby Championship, pour parler un peu des plus petits pays, on va dire, de rugby en Europe. Donc, on sort on va dire les phases finales. Donc, Belgique a battu Pologne pour être 7e. Donc, Pologne est 8e. Netherlands contre l'Allemagne. Netherlands 50, l'Allemagne 28. Désolé, mon cher Charlie. Donc, Netherlands, c'est 5e. L'Allemagne est 6e. Et l'Allemagne 6e. Voilà, bataille pour la 3e place entre Roumanie et l'Espagne. C'est Roumanie qui a gagné 31 à 25. Donc, pour Roumanie 3e. Et pour la première place, c'était Géorgie contre Portugal. Géorgie 38, Portugal 10. Donc, en résumé, ce sont les Géorgiens qui ont remporté ce tournoi. Exactement, tu as tout compris. Et si maintenant on parlait du tournoi des grands? Allez, tu as raison. On va tout de suite pour les matchs destination. On y va. Pack de potes, terrain 10. Allez, ce match Italie-Écosse, pas de Hogg, mais plutôt un John Smith et un retour d'un certain Hamish Watson avec son coupe rétro de mulet. Il y a aussi un certain Blair Kinghorn qui remplace Finn Russell. On va beaucoup parler de lui aujourd'hui. Un nouveau 9 aussi côté italien. L'Italien qui sont toujours sans leur 15 Capozzo. Un seul canon dans cette équipe ce week-end, mais 6 mecs avec un nom qui finit en I. Les Écossais sont en gris ou en rose ou dans un couleur, je sais pas, ça dépend un peu de votre télé. Les Italiens sont bien sûr en bleu. Et c'est Fischetti qui gratte un ballon de Van der Meyl qui donne une opportunité face au poteau, mais opportunité ratée. J'espère que ça va un peu mieux pour les Italiens. Grosse occasion des Italiens, ils sont dans les 5 mètres, mais ils s'en sortent avec que 3 points. C'est maintenant au chardon, mais beaucoup de ballons tombés par terre dans ce match. La défense italienne est vraiment là, vraiment présent. Van der Meyl dans le coin pour un essai acrobatique. Est-ce que c'est bon? Et oui, c'est Vanderpool. 5-3 pour l'Écosse. Les Italiens ont toujours envie de sortir leur 22 ballons en main, mais les Écossais sont solides en défense. Et solide en attaque aussi. Ils commencent à grimper vers la ligne d'en but. La défense italienne reste teigneuse, un nouveau mot pour moi, merci à ma femme. Mais les Italiens sont pénalisés beaucoup. Carton jaune même. Donc le chevalier Blair Kinghorn plante son essai et le coup de pied après.
12-6 pour l'Écosse. Les Amon Kids commencent à croire, ils courent beaucoup de ballons en main, ils ont oublié le jeu à pied. Van Dormel essaye de faire du sumo avec tout le monde, les Écossais ont une opportunité juste avant la mi-temps, mais on arrête là pour la pause, 12-6. Les Écossais ont mangé du haggis pendant le mi-temps, ils sortent plein d'énergie et c'est le Royal Kinghorn qui marque à nouveau, 19-6. Le 9 italien essaie de prendre des choses en main, mais gros en avant pendant son échappée. Et voilà, entré le deuxième Garbercy, le 9 remplaçant. Tupulupu, c'est le centre écossais. Il n'a pas un max exceptionnel, mais j'aime bien son nom. Les Italiens sont présents, mais pas vraiment là. Mais petit coup de pied à suivre par Garbercy, l'aîné essaye marqué dans le coin par Anna. 19-11 avec 17 minutes à jouer. Peut-être que ça va remonter un peu la tension de ce match. 19-14, Ali Price, le 9 écossais remplaçant avec un gros percé, mais non. L'attaque italien a l'air de trouver un peu d'espace. À 3 minutes de la fin, les Italiens sont sur la ligne des Écossais et ils peuvent gagner le match avec un essai transformé, mais Garbercy tombe sur un vendeur mûr. Et finalement, peut-être ils sont un peu maudits, là, les Italiens. Essai des Écossais dans les dernières minutes. Van Dormel, il fait 50 mètres. Kinghorn, il fait les autres 50. Il fait son triplé quand même, 26-14. Et je connais un pote de notre bac qui a presque fini en larmes, n'est-ce pas, mon Charlie? Mais oui, mais tu le sais, je suis émotif. Alors bon, à la fin, j'étais vraiment derrière ces Italiens qui ont vraiment qui se heurtaient à ce mur et j'étais vraiment derrière eux. J'y croyais vraiment à ce dénouement où enfin les Italiens voilà, allaient faire rêver, allaient chercher cette victoire qui était méritée. Alors même si j'étais derrière eux à la fin, je tiens quand même à rappeler qu'ils m'ont vraiment énervé, ces Italiens, parce que, putain, ils ressortent encore leur trip, ils ressortent leur truc, mais c'était contre le Pays de Galles qu'il fallait faire ça. Enfin, le seul match qu'ils ont déjoué, c'est celui qui pouvait gagner, j'ai l'impression. Ils se remontent les bretelles quand ils sont contre peut-être c'est les gargaristes d'aller jouer contre des plus forts sur le papier, j'en sais rien. Mais bon, oui, à la toute fin, ça c'est assez cruel leur remontée avec Kinghorn qui avec son nom de corne a une chance de cocu, peut-être de cornu, j'en sais rien. Pardon pour le jeu de mots qui est un peu nul, mais j'étais à fond derrière les Italiens, ça m'a vraiment déçu parce que on le dit, puis vous me connaissez dans ce podcast depuis un moment, vous me connaissez vous mes amis, je suis un peu émotionnel du rugby et vraiment à la fin j'y ai cru, ils ont réussi à me faire croire à cette histoire. Et voilà quoi, coup du sort, mais mérité des Écossais bien sûr au vu du match, mais on aime bien ces gagnants par les tripes, on aime bien ces gagnants par l'envie, et j'y ai cru cette fois-ci. On sait plus trop quoi dire pour ces Italiens parce que ils auraient mérité un meilleur sort sur ce tournoi. Je pense que aller accrocher une victoire en Écosse après, faut quand même le rappeler, leur victoire au Pays de Galles l'année dernière aurait été vraiment la preuve d'un début de renouveau solide. Là, ils finissent à nouveau dernier du tournoi avec un seul point. C'est dur. Voilà, c'est très dur. C'est difficile aussi pour nous d'avoir le cœur qui balance sur ces matchs-là parce que c'est des équipes qu'on aime beaucoup. Je trouve que les Écossais qui ont un beau renouveau de leur équipe aussi, qui ont un très bon public à Murrayfield, on est aussi content qu'ils gagnent chez eux contre une équipe réputée plus faible. Mais on peut pas s'empêcher d'avoir un petit pincement pour les Italiens qui passent pas loin parce qu'effectivement, au dernier moment, dernière minute du match, ils peuvent encore gagner, ils sont sur la ligne. Et puis, ils se font transpercer, essais en contre. Enfin, on a mal pour eux et être dans le vestiaire avec, à nouveau que le point de la défaite, en plus sur un scénario aussi cruel, c'est dur. Pour les coachs, il faut trouver les mots, les fameuses défaites encourageantes, quand ça s'empile. Dieu que c'est dur. Oui, mais malheureusement, on peut pas dire que le cuir du beurre n'était pas mérité par les Italiens cette année. Ils ont plutôt bien joué, mais c'est frustrant, Bon, on va le laisser là, on va pas les jeter encore des pierres. Mais tiens, Kinghorn, c'est un peu le Ramos écossais, je trouve, parce qu'il est là depuis longtemps. Il joue un peu toutes les positions à l'arrière. Et aujourd'hui, il a presque fait oublier Finn Russell. Pas vraiment, mais quand même, il a super bien joué son match.
Il a fait un très gros match. Van der Merwe, qui n'avait pas été terrible contre nous, a été quand même vraiment bon. Là, il a à nouveau fait étalage de son talent, de son impact physique. Et puis, c'est vrai qu'on était content de voir revenir notre petit Hamish Watson, qui est un peu devenu intermittent du spectacle, comme Charlie quelque part. Mais mais franchement, j'aime toujours autant ce joueur et son côté combattant qui ne renonce jamais, qui est toujours comme on disait à l'ancienne, qui met la tête là où on n'aurait pas envie de mettre les pieds, quoi. Donc j'aime bien ces joueurs-là et lui, on l'aime beaucoup. Mais complètement. Et à propos de ce fameux Hamish Watson qu'on aime bien, d'abord par la coupe de cheveux, hein, c'est ce qui nous a plu en premier. mais il y a une stat qui est sortie, c'est que ça fait 5 ans qu'il joue ce tournoi, dans lequel il a effectué 235 plaquages. Et sur ces 235 plaquages, il n'y en a aucun de manqué en 5 ans. Voilà. Donc incroyable. C'est quand même, voilà, une stat de Donc boucher, on l'aime pas que pour sa coupe de cheveux. Oui, pas que. Au début, c'est au début. C'est d'abord physique et après ça devient passionnel. On s'est pas trompé, on a du goût pour ces joueurs-là. Franchement, c'est vrai qu'il est top. Bravo nous. Et aussi bravo l'Écosse, parce que c'est une jolie 3e place. Tout à fait. Complètement. Une équipe, comme tu disais Théo, derrière laquelle on est quand même assez souvent. Parce que du courage, parce que des beaux joueurs, parce que du beau jeu. Et une 3e place méritée qui nous fait plaisir. Je suis d'accord. Allez, avant de parler de notre match contre le Pays de Galles, en fait, Charlie était encore dans tous les états après le match de l'année dernière, n'est-ce pas? T'as fait quoi? T'es allé regarder des clips de l'année dernière? Alors, c'était pas l'année dernière, il me semble que c'était en 2021. Ouais, je me suis reconditionné, en fait, parce que je me souviens qu'il m'avait vraiment marqué, qu'on en avait débattu et que pour une fois, on était tous d'accord sur le côté au-delà du sport, quoi. C'est vrai que c'était un moment où on était en plein confinement, où d'ailleurs le stade était vide, où c'était un peu dur. On jouait plus notre rugby, on voyait plus les copains, et ils nous ont fait vivre une très forte émotion dont je me souviens encore, et j'avais envie de repartager. Donc il y avait 20 minutes de résumé de France Télévisions que j'avais repartagé, qui était très beau. Il y avait pas que ça, j'étais aussi allé replonger en 2017, je crois, avec ce match le plus long où la France avait poussé les arrêts de jeu jusqu'à la 100e minute et où on est allé chercher la victoire jusqu'au bout, et où je disais que en effet à l'époque les commentateurs appelaient encore Dupont le gamin, et les commentateurs d'ailleurs, il y avait Galtier dedans. Donc voilà, je suis un peu allé replonger dans les histoires du Six Nations avec le Pays de Galles, et le match elle était à la hauteur de l'histoire de nos rencontres. Oui, c'est marrant parce que j'étais pas tout, on va dire tout tranquille à le démarrage de ce match, parce que quand même, j'ai vu que les 5 derniers matchs contre Pays de Galles, c'était hyper juste, et même si on est entré assez confiant dans ce match-là, chaque fois c'est super proche ce match contre les Pays de Galles. Allez, pour démarrer, en fait, il y avait beaucoup de vieux connaissances gallois, on va dire, et pour raison. Le coach Gatland a dit que c'était un adieu et un merci à des grands serviteurs de rugby gallois, pour qui peut-être c'était leur dernier tournoi ou leur dernière 6 nations. Donc, dans cette équipe, on a vu Alwyn Jones avec ses 158 caps, on a vu le capitaine et talonneur Ken Owens, on a eu Biggar, North, Faloteo, tous avec 90 caps, plus de, on va dire, 90 caps. Il y avait Tipperick, en fait, il ressemble à un mec sur ton équipe locale, Tipperick, c'est assez marrant. Le 3e ligne de Coudeville, c'est Wainwright avec son moustache direct du Coupe du Monde 2019, à la fois magnifique et horrible. Et il y avait un peu de jeunesse, bien sûr, avec Zamet en 15, Dyer et Nick Hopkins aussi dans les arrières. Chez nous, c'est l'équipe qu'on adore, sauf il y a Tao Fifenois qui remplace William Say qui était blessé. Et j'arrive à prononcer ce nom après 4 ans, donc bravo moi. Ensuite, il y a le gros, beau et barbu Uni Antonio, et qui est de retour aussi. Pour sa 50e. Exactement. Allez, le match démarre et Penal touche direct pour les Rouges. Ils sont à 1 mètre de notre ligne. Petite effrayeur, on se sort bien, mais pas pour longtemps. Série de pick and go qui fait reculer notre défense. 3e faute contre nous et ils ne prennent pas les points. Les Red Dragons ne manquent pas de confiance et ils ont raison. Après 7 minutes de douleur et trop de fautes, c'est George North qui va ouvrir le score 7-0. Est-ce que nous allons rebeller? Percée de Ntamak, offload à Dupont, super passe de 20 mètres pour Penaud dans le coin. Ramos assure au pied. 7-7, le match démarre à nouveau.
On est avant volontaire contre Antonio, notre 5e ou 6e faute en 15 minutes. Et puis, Prates cathédrale en ralenti de Ficou sur Alwyn Jones, chanceux de ne pas avoir pris un carton, je trouve. Nos hommes de casque jaune fluo aiment plaquer, et heureusement, car il y a des pick and go et des offloads. Ça joue plutôt pas mal côté rouge. Allez, on est à 20 minutes et le deuxième ballon d'attaque pour les Bleus et deuxième pint pour moi. La bière est bonne, la suite sur le terrain n'est pas mal. 25 minutes, Marchand y gratte, Ramos marque 3 points. Il est bon quand même, ce monsieur. Et il nous rajoute un autre, 13-7 pour nous. À 30 minutes, on n'est quand même pas serein. Faites-nous plaisir, les gars. Et là, ils disent oui. On mit la marche avant, tout le monde touche le ballon dans cette phase de jeu. Un peu fou, Dante échappe un calan de son adversaire rouge et marque un essai dans le coin. Poteau entrant pour Ramos, 20-7. 5 minutes à jouer avant le mi-temps et Penaud, il est chaud. Mais après un jab des Français, on va tranquillement au vestiaire. Le premier mi-temps, pas au top, mais avec 13 points de plus quand même, on va pas se plaindre. 20-7. Oui, c'est un début de match qui était un petit peu préoccupant. On a l'impression que les Français n'étaient pas tout à fait là. Et en tout cas, les Gallois, eux, ont montré d'entrée qu'ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration. Quelque part, cette équipe, on avait l'impression d'être un peu revenu 2 ans en arrière, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'anciens. Et bon, ces anciens-là, ils étaient quand même présents à l'instant T. Et leur premier essai était tout à fait mérité. Et leur entame était excellente. Ensuite, on a eu le sentiment que les Français n'ont pas eu besoin de beaucoup accélérer pour finalement mener de 13 points à la mi-temps, ce qui était relativement confortable. Et moi, j'étais surtout content de voir le premier essai avec à l'initiative de Romain Ntamak, qui fait quand même un numéro sur cet essai. Et là, quand on revient à égalité, juste après, finalement, le premier essai qu'on avait encaissé, on se dit quand même qu'il peut pas nous arriver grand-chose. Mais on va le voir pour la suite du match. C'est un match dans lequel on a eu à la fois des super sentiments. On avait un peu l'impression de fêter plutôt le match de la semaine dernière que celui-là. Et puis des trous d'air. Et je vais pas, dévoiler maintenant le scénario de la deuxième mi-temps. Mais c'est un match où à la fois on affiche beaucoup de talent et à la fois pas complètement une sérénité totale. C'est ce que je ressens à la mi-temps. Ouais, je te rejoins juste sur ce constat de l'âge de l'équipe galloise, parce que dans les remembering que je me suis fait avant, il y avait déjà Alwyn Jones, donc cette équipe a beaucoup d'expérience, dira-t-on poliment, mais ce qui m'a dans cette autant je me suis énervé contre les Italiens qui ne sont pas réveillés au match contre les Gallois qu'ils auraient pu gagner, et là qu'est-ce qu'ils ont les Gallois contre nous, ils se réveillent à chaque fois contre nous, quoi. Je me suis dit, mais ils se réveillent, voilà. C'est quand ils jouent la France, ils sortent leur jeu et ça va, voilà, contre toute attente. Enfin, non, pas contre toute attente, mais je te suis. Je les voyais comme une équipe vieillissante et d'un coup, ils retrouvent leur jeunesse parce qu'ils jouent la France. Dans les années passées, il n'y a pas si longtemps, ils nous ont joué plusieurs tours, sacrés tours au Stade de France. Hein, donc c'est un stade qui leur réussit pas si mal à cette génération-là. Donc ils avaient aussi pour eux une certaine confiance du passé, je pense. Allez, si on part de ce deuxième mi-temps, ça démarre fort pour nous, tous unis derrière le bus Antonio. Tout le monde est content pour le pilier qui marque son premier essai en bleu. Tout le monde est content, sauf le pauvre Rhys Zamit qui l'a pris en face. 27-7. Adrit, il marche sur tout le monde, on commence à leur rouler dessous, voir le touche et puis l'essai de Ficou. Super passe et super match de Ntamak. 34-7 quand même. 53 minutes, les Rouges revoltent un peu. Sous pression, Ramos sort de notre but, mais on perd le ballon et les Rouges marquent un essai par Robert, 34-14. Attention quand même, les gars. Les Rouges construisent quelque chose de rien. Depuis leurs 5 mètres, ils arrivent à nous mettre de la pression sur du mortier dans notre but. Ils sont loin d'être couchés, les Dragons, toujours dangereux. Mais nos remplaçants sont frais et plaquent fort. Movaka fait comme Marchand, il gratte et on survit. Pas pour longtemps, c'est Wainwright qui porte et Thomas qui finish 34-21. Ça fait 14 points sans réponse côté bleu. Penaud fait un petit course de 50 mètres, mais le passe sauté n'était pas nécessaire. On a 13 points de plus, mais je suis un peu inquiet quand même. Chandelle après chandelle, et finalement, Ntamak, il trappe un chandelle important, mais on ne capitalise pas. Grosse séquence de nos avances sur les 5 mètres, mais ce n'est pas un match pour nos avants, c'est plutôt un match pour les arrières. Ballon écarté, Ramos attire les adversaires, passe pour Penaud, tranquille dans le coin, 41, c'est bien.
Mais d'ailleurs, va dire le dernier mot avec un essai à la fin. 48-21, un match avec plein d'essais et plaisant à regarder. Ouais, complètement plaisant à regarder, c'est une certitude. Contrat rempli pour nos Bleus, puisque à cette heure-ci, on ne sait pas ce que fait l'Irlande contre l'Angleterre, ou l'Angleterre contre l'Irlande surtout. Contrat rempli, on a vu un beau match, on retrouve nos Bleus. Je sais pas comment intervenir. Le premier truc qui devrait me venir à l'esprit, j'ai quelque chose à dire, j'ai plusieurs choses à dire, mais Aldrit. Moi, c'est juste Aldrit qui vient de tambouriner la gueule comme ça, qui vient de tambouriner dans la tête comme il a tambouriné les défenses adverses. Parce que la vache, on a retrouvé au fur et à mesure de ce tournoi notre Aldrit et il m'a impressionné moi pendant ce match. J'étais ravi. On a vu quand même des super beaux essais, super construits. L'entente Ntamak, Dupont, Penaud et quand même nouveau cet essai qui est assez hors du commun. On a vu un beau match, on s'est fait. Moi, ce qui m'a un peu chagriné, alors je sais que t'aimes pas qu'on revienne un peu sur les victoires, qu'on ait du négativisme si français, mais je me suis dit est-ce que quand on a du répondant en face, est-ce que sous pression on joue moins bien quand il y a de la difficulté, je ne sais pas. Mais tu vois, même Dupont partage notre positivisme nuancé, puisqu'il a dit au micro de France Télévisions Sport que il a dit il y a du positif parce qu'on met plus de 40 points, mais on aurait dû en prendre moins. Et c'est vrai qu'on est très content des essais qu'on a mis, on est très content de l'attaque qu'on a développé, mais on s'attendait pas à en prendre autant de la part des Gallois qu'on fait quand même un tournoi en demi-teinte, quoi, hein, si à minima, si on peut dire comme ça. Oui, c'est évident que prendre 28 points et quand même 4 essais, du coup, contre les Gallois, c'est pas une bonne performance pour une équipe qui veut viser le toit du monde, surtout quand cette équipe galloise est une équipe moribonde. Donc, l'important, c'était de gagner ce match et je pense que les joueurs avaient aussi besoin de décharger une pression qui a été énorme avant Angleterre-France. On sait à quel point ils ont surperformé et je pense qu'on peut pas enchaîner les surperformances de ce niveau-là. Et de ce point de vue-là, je pense que ils étaient concentrés sur le fait de gagner ce match. Ils étaient pas concentrés sur le fait d'en faire un match de référence, ce qu'ils ont fait une semaine avant. Et là-dessus, je pense qu'il faut choisir ses batailles aussi. Et quelque part, c'est pas grave. L'important, c'était de gagner. Moi, j'étais pas au stade, mais j'ai des copains qui y étaient. J'ai mon beau-frère, de la famille et tout ça, qui m'ont dit que c'était un super moment au stade, que le fait qu'il y ait eu des essais des deux côtés, ça a fait que on n'avait pas l'impression d'un match à sens unique. On n'était pas accablé pour les Gallois parce que justement, ils ont joué leur rugby, ils ont pas du tout démérité, ils ont montré de belles choses. Et donc, c'était tout simplement un beau spectacle sportif avec la victoire de la France à la fin. Au chapitre des choses positives, on a quand même des performances exceptionnelles de certains joueurs. On continue de saluer, je trouve, François Cros en troisième lignelle, qui est un monstre avec un abattage fantastique. On en parle pas beaucoup, mais on a un talonneur exceptionnel quand même, Marchand. C'est vraiment un client, mais énorme. Antonio qui marque pour sa 50e, c'est juste du bonheur. Et puis derrière, j'allais dire presque le binôme Ntamak-Ramos, plusieurs fois dans le match. Ils ont alterné. Ramos s'est retrouvé en position de numéro 10 pour faire jouer. Et on sent que je pense que la proximité, bien sûr aussi avec Antoine Dupont, mais Dupont, Ntamak, Ramos, qui jouent toute l'année ensemble et pas qu'en équipe de France, c'est quand même des garçons qui se trouvent les yeux fermés, quoi. Donc ça, c'est quand même assez génial. Et je trouve que on a eu une belle démonstration du talent d'Ntamak qui était parfois un peu critiqué. Oui, il est pas si bon que ça. Finalement, c'est les autres qui font les coups, c'est les autres qui font la différence. Je pense que le staff a raison de le laisser comme numéro 1 à l'ouverture. Et là, il a montré qu'il pouvait être un très grand numéro 10. Il a fait un superbe match.
En fait, c'est vrai qu'il a 4 try assists, mais en fait, c'est vrai que les autres, dans les autres pays, j'ai lu un peu on va dire de presse anglo-saxon, ils disent ouais, peut-être he's overrated, mais franchement, le mec, il est toujours là. En fait, c'est juste qu'il est tellement cool dans sa façon de jouer, t'as pas l'impression que c'est difficile, en fait. Et c'est ça qui, je pense pour lui, qui fait en sorte que des gens disent ouais, est-ce qu'il fait assez? Mais oui, il fait largement bien le travail. Et comme tu dis, il fait carrément des passes aveugles, mais il sait où ils sont. Et C'est j'adorais ça. le petit course de Antoine Dupont qui était sur sa gauche et qui tentait. Et tu disais, moi je disais, mais non, passe, vas-y, mec, passe. Mais il a attendu qu'il revienne sur la droite pour le donner le ballon. Et après, il a fait ce super Dupont avec le passe de 20 mètres pour Penaud dans le coin, fantastique. Je pense aussi, pour finir sur ce match-là et peut-être sur le tournoi des Français, je crois que le fait d'avoir perdu en Irlande, je l'avais dit à l'époque, hein, vous n'étiez pas d'accord, on pouvait encore gagner le tournoi, mais d'une certaine manière, on avait perdu cette virginité de défaite qu'on avait depuis le dernier tournoi, puisqu'on avait fait le Grand Chelem. Et le fait d'avoir perdu en Irlande, on avait perdu ce statut-là. Et pour moi, gagner le tournoi importait à la limite relativement peu. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, ils sont tout entiers tournés vers la Coupe du Monde. Et d'une certaine manière, je pense qu'ils avaient à cœur de clôturer, on va dire, sans se blesser, sans catastrophe, sans perdre ce tournoi destination, passer très vite à autre chose, avec tous les enseignements qu'il va falloir en tirer, parce qu'encore une fois, on a quand même pris beaucoup d'essais sur ce tournoi, beaucoup plus que l'année dernière, et c'est une question. Alors, on a dit, et j'ai lu aussi que les règles un peu à géométrie variable et surtout les consignes d'arbitrage sur les grattages, etc., nous ont beaucoup pénalisé au début du tournoi et on a subi, et donc on a pris des essais à cause de ça parce qu'on a reculé dans notre camp. Donc, ils vont corriger tout ça, mais attention, on a quand même en face de nous, faut pas oublier, hein, les équipes de l'hémisphère sud qui vendront chèrement leur peau, et c'est pas parce qu'on les a battues, pas toutes avec une sérénité de folie récemment, qu'on les battra à chaque fois. Et puis on va en parler après. On a quand même le géant vert en face, les Irlandais. Ce qu'ils ont montré, c'est quand même encore exceptionnel. Exceptionnel. Donc, ça va être très chaud de les battre, hein. Donc, tant mieux. Maintenant, il faut se concentrer là-dessus. Et tant mieux qu'on soit pas trop favori. C'est ce que je disais. C'est vraiment tant mieux que le costume du favori soit sur les épaules des Irlandais maintenant. Et ce que moi je trouvais intéressant dans ce match, c'est le joie et le bonheur que tout le monde, par exemple, il célébrait avec Antonio. Mais c'était partout, en fait. Pour chaque essai, c'était vraiment un vrai joie et plaisir, un éclatement d'unité, en fait, aussi. Je trouve que là, j'adore ce que je trouve sur cette équipe. Et finalement, juste pour finir sur Dupont, il a un intellect indubitable. C'est vraiment, c'est comme il y en a plusieurs de Dupont sur le terrain. C'est assez incroyable. Il voit tellement de choses. Il est là, il est pas là. C'est incroyable, ce mec. Et j'ai l'impression qu'il voit des choses 3 fois plus vite que les autres. Et je suis d'accord, et je rebondis juste sur ce que tu disais sur l'unité. On a plusieurs fois parlé de ce qui est fait par la FFR dans les stades pour mettre un peu, pour chauffer un peu ce qui va arriver en septembre. Et il y avait, c'est con, hein, je réagis sur des petits trucs à chaque fois, je sais, mais le fait qu'il y ait comme grand texte sur la pelouse à l'entrée des joueurs et pendant les hymnes écrit "Unis pour un rêve", bah ça rejoint à la fois ce que tu disais sur l'unité, et qui est super important dans ce sport qui nous plaît tant à tous, et je pense qu'il nous rassemble et qui nous rassemble encore aujourd'hui tous les trois. Mais c'est cette unité, effectivement, quand tu la vois sur un terrain, quand tu la vois dans une équipe, elle est super belle. Quand tu la vois avec le supporter, encore, c'est encore plus beau. Et unis pour un rêve, oui, putain, cette Coupe du Monde, on court après, elle est chez nous, on a une équipe bâtie pour y arriver, et vraiment, au début de ce match, comme tu disais, Théo, peut-être qu'on avait déjà basculé dans l'après, parce qu'on avait fait notre grand coup à Twickenham, parce que on avait peut-être plus espoir de gagner ce tournoi. Ok, peut-être on avait déjà la tête ailleurs, mais peut-être on avait déjà la tête dans ce rêve. Et donc ce texte m'a beaucoup plu. Unis pour un rêve, c'est vraiment ça, quoi. On est une équipe très soudée et qui est voilà. Et juste pour rappeler quand même, parce que si on est un peu plus sur du bilan, il y a quand même une interview de Galtier d'après-match les interviews de Galtier d'après-match sont souvent un peu lunaires, hein, on est d'accord avec ça, on en a déjà parlé, mais il a dit une phrase que nous on dit souvent dans ce podcast, qui m'a vachement plu. Il a fait un petit bilan de son tournoi en disant qu'il avait vécu des émotions fortes, que c'était un peu, et il a dit c'est quand même pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour vivre des émotions fortes. Et c'est vrai, putain, enfin, ça reste un jeu, on est juste là pour
Bah, même la tristesse, elle peut être belle parfois parce que derrière on va rebondir et on a vécu des émotions fortes. Et il a raison, mon petit Fabien, t'as raison, gamin. Mais ouais, voilà quoi. Ce tournoi nous a quand même rappelé que ce sport est motivé par des émotions et que comme tu disais Théo, cette défaite positive dont on n'aime pas le terme, bah c'est peut-être ça, oui, l'émotion ressentie par la petite fessée infligée par les Irlandais, et en les voyant remporter ce grand chelem et en les voyant être sur le toit du monde du rugby, bah peut-être ça nous met un peu les abeilles comme ça pour aller chercher cette Coupe du Monde qui est à nous, chez nous, et qui va y rester. Bah c'est beau tout ça, mon chéri. Désolé pour le monologue. Allez, on va passer à le match Angleterre-Irlande. Et bon, comme la semaine dernière, j'avais un petit problème de Freebox, j'ai décidé de rester dans la barre, où ça a devenu quand même le troisième mi-temps, un peu plus brillant. Donc mes notes sont un peu, on va dire, moindres que les deux premières. Allez, ça commence avec un pilier Porter vert qui sème déjà du rouge sur les oreilles. Les Verts sont là pour gagner, mais les English, ils ont quelque chose à prouver quand même. Ils ont embauché un Tulagi pour faire ce qu'ils font, les Tulagi, ça veut dire marcher sur des gens. Les premiers points, c'est pour Owen Farrell et les Roses. Et les Verts, ils s'offrent des opportunités d'essai à 11 minutes, mais l'arbitre Jacob Pepper dit non. Il préfère donner un pénalité aux Rouges. Retour de Keenan dans l'espace. Bon match par ce monsieur. 6-3 pour les English toujours, mais Sexton est devenu le meilleur marqueur pour ce 6 nations en dépassant l'autre Irish O'Gara. Le 4 Irlandais, il sort ses appuis, mais sans succès. Les English sont de retour quand même. Pas d'essai, car l'Irish Low, il plaque Tulagi juste avant. Un bras de fer de Farrell contre Farrell. Ce match n'est pas fini, mais ça bouge pas beaucoup non plus. Sauf quand Van der Flyer, il sert son talonneur avec un passonneur 10-6 pour les Verts. Les Roses essayent de piquer avant le mi-temps, mais non, ça marche pas. Environ 40 minutes, il y a l'effet du match. Il y a Keenan qui prend le coude de Stewart dans le temple. Un exprès, j'estime, mais carton rouge quand même. Et voilà, il y avait du monde dans la barre où j'étais, donc j'ai pas trop entendu les explications, et en plus, ils ont mis du disco. Deuxième mi-temps, je sais que les Anglais, ils ont tenté un comeback, mais Henshaw a marqué un autre essai à 60 minutes. Sheenan, il a fait son doublé. Les Anglais sont revenus, mais ils ont fini le match 13-15, donc c'est mission impossible pour battre les Irish comme ça. C'est la journée des talonneurs en Irlande, car le talonneur remplaçant marque le dernier essai du match, 29-16. Grand chelem et grand bravo pour Irlande. Ouais, évidemment, grand bravo à l'Irlande. Enfin, on peut que commencer par là. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais oui, elle mérite là où elle est. Enfin, tous les cadrans sont au vert. Jeu de mots. Tous les cadrans sont au vert pour l'Irlande, et elle est à sa place, quoi. Mais ouais, moi je me suis surpris comme je disais, tous ces matchs-là étaient sous le signe de l'émotion quand même, parce que je me suis surpris à surprendre les Anglais qui ont retrouvé cette combativité, cette bataille. Je vais être obligé de parler de Maro Itoje qui a été flamboyant, mais même dans le mental aussi, hein, pas que dans ce qu'il a fait sur le terrain. À 15, c'est dur quand t'as l'Irlande en face. À 14, c'est impossible, même si j'y ai quand même encore un peu cru, ça restait impossible. À 14, ce fait du match dont on va parler m'a énormément énervé. Et sur toutes les émotions, il y a aussi la colère, hein, n'est-ce pas ? Ça m'a énormément énervé. Pas que cette espèce d'application bête des règles. Il y a un moment, on voit clairement que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on demande aux joueurs plus que ce qu'il ne peut faire. Il y a un moment, quand tu montes vers un ballon et qu'au dernier moment, tu vois qu'il est pris et que tu vas pour te protéger parce qu'un impact arrive, qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Je vois pas. L'arbitre, qu'on n'aime pas de toute façon depuis 2019, lui dit en plus, parce que tu as loupé ça dans ton bar au micro, lui dit vous avez le temps de vous tourner et de vous présenter de face plutôt que d'être sur le côté, plutôt que de présenter l'épaule, vous avez le temps d'ouvrir l'épaule. Mais évidemment, sur un super ralenti, sur un truc à la loupe, on imagine qu'il y a le temps, mais pas du tout dans le feu de l'action. Et il y a un moment, on va demander à des joueurs, j'entends qu'il y a la sécurité des joueurs qui est en jeu, mais il y a la sécurité de tous les joueurs, parce que là, en l'occurrence, le mec qui fonce sur quelqu'un, il va pas y aller visage en avant et ventre ouvert et pubis offert pour se faire péter. C'est évident qu'il se contracte et qu'il va pour protéger son intégrité physique à lui aussi. Et il y a un moment, je vois pas comment on peut lui demander de faire autre chose que ce qu'il a fait.
le fait d'appliquer la règle bête de dire ok il y a contact du bras avec la tête, ça méritait j'en sais rien un jaune peut-être, mais d'être aussi dur pour un truc, on peut pas demander aux joueurs d'être des super-humains, d'aller plus vite qu'une caméra ralentie et de se retourner au moment, ça m'a vraiment énervé ce fait de match, ce tournant de match. Oui, je pense que il faut être irlandais pour mesurer le bonheur de cette victoire. C'est le 4e Grand Chelem des Irlandais. C'était le premier à Dublin. Ils en avaient vécu 2 qui s'étaient dénoués par des victoires à l'étranger et un sur le sol irlandais, mais pas à Dublin. C'était la Saint-Patrick ce week-end, comme tu le sais, puisque tu pars en Irlande en plus, Thierry, donc je suppose que tu t'es bien préparé. Et c'était le 140e match contre les Anglais, 140e confrontation entre l'équipe anglaise et l'équipe irlandaise. Donc, je trouve qu'on a aussi, dans cette victoire, au-delà du moment sportif, un condensé d'histoire de ce que notre sport très ancien nous offre et de se dire que en 2023, on joue la 140e et ça se traduit par un festival de bonheur pour ce public. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match ? Pour moi, quand même, le retour des Anglais à la table des équipes dignes de ce nom, après la déculottée, la gigantesque fessée reçue la semaine dernière, ils ont fait un vrai match de rugby. C'est un coup du sort de perdre Stewart. Je partage pas complètement l'avis de Charlie, même si je trouve ça pénible et cruel, mais c'est trop grave, la santé des joueurs au rugby. Donc, je pense qu'on a raison d'avoir une période où on a des décisions comme ça qui auront de l'impact durable sur les attitudes au contact. Et je pense que du coup, c'est une bonne décision, même si pour cette confrontation, ça a évidemment tué le match, parce que, comme le disait très justement Charlie, à 15, c'est chaud, à 14, c'est injouable, à 13, n'en parlons pas. Donc, les Anglais, ils n'ont pas démérité. Willis, qui avait traversé le match comme un fantôme la semaine dernière, a fait un match de folie. Il était partout. Il n'a pas arrêté de plaquer, d'avancer. Il a été remarquable et on comprend pourquoi il s'est fait sa place au Stade Toulousain, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et sur les Anglais, ils ont quand même pas du tout démérité, ni dans le combat, ni en ayant pris ce carton rouge qui aurait pu leur mettre complètement la tête à l'envers. Quant aux Irlandais, ils ont une équipe exceptionnelle, on le sait, mais il reste un vrai point d'interrogation sur cette équipe. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire sans Johnny Sexton ? Pour moi, c'est la grande question. Allez les garçons, c'était vraiment un grand plaisir de s'ostination. C'était fantastique. Comme chaque fois, je trouve que c'est juste de meilleur en meilleur. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est mon amour pour le rugby et de beaucoup plus grand et mon amour bien sûr pour vous deux. Et ça grandit. Hein, peut-être c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Charles ? Oui, peut-être c'est ça. Mais moi aussi, je suis très content de le partager avec vous, avec nos auditeurs, avec Monique, que je salue encore. Mais oui, non, mais évidemment, on a pris beaucoup de plaisir sur ce tournoi. On ne peut que féliciter les Irlandais pour leur belle performance, pour le fait de se maintenir en tête. Le tournoi est mort, mais le tournoi, vive le tournoi, puisque les féminines vont commencer. On aura encore plein d'émotions à vivre et de choses à se partager. Par rapport à nous petits Français qui nous sommes donné rendez-vous le 8 septembre pour cette Coupe du Monde qui va commencer, Fabien Galtier a quand même a quand même donné une interview à France Télé où il rappelait qu'en 4 ans, on est à 80% de victoire, qui est un record pour le rugby français, ce qui est de très bon augure pour ce qui va nous arriver. Et moi, je sors d'un tournoi déçu par la non-victoire, mais ravi de l'équipe que j'ai vue, et je demande à en revoir et à le repartager avec vous. Oui, mais moi, je suis comme vous deux, tout à fait émoustillé par ce tournoi qu'on vient de vivre. Et je dois dire que j'ai toujours ce sentiment que la fin du tournoi, c'est le début du printemps. On l'avait dit au premier épisode. Et c'est intemporel, ce truc. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, on sort toujours du tournoi avec une porte qui s'ouvre vers le printemps. Et en plus, cette année, ça s'ouvre aussi vers une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui sera chez nous, en France, avec, rappelons-le, un potentiel et une équipe de France qui n'a jamais eu un tel état de
compétences, de qualité, de confiance et de succès emmagasinés pour aborder une compétition mondiale. Ça fait pas d'eux des champions du monde tout cuits, parce qu'on le sait, pour aller gagner un titre mondial, il faut battre probablement 2, voire parfois 3 équipes du Sud d'affilée, ou les Irlandais et 2 équipes du Sud. Ça s'apparente à un Himalaya. Donc, restons très humbles sur cette perspective, mais par contre, soyons lucides. Ils ont 6 mois maintenant pour se préparer, avec un sorcier aux manettes. On aime ou on n'aime pas Fabien Galtier, mais les résultats parlent pour lui, et c'est un sorcier. Il a fait de cette équipe une équipe dont la mayonnaise a pris de manière extraordinaire. Et encore une fois, on a une génération de champions, de gars qui ont beaucoup gagné jeunes et qui n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Irlande sans Johnny Sexton, c'est quoi? Alors, je pense qu'ils vont le mettre dans la glace. Là, entre maintenant et le 8 septembre, c'est Captain Ireland. Cryothérapie, caisson à oxygène et tout le machin. Mais ils ont une équipe extraordinaire, mais se mettre à jouer là, s'il se pète au premier match, qu'est-ce qui se passe? On peut pas lui souhaiter ça, ce serait pas joli, mais il a quand même 37 ans, il aura 6 mois de plus dans 6 mois, fatalement. Et nous, on a des joueurs beaucoup plus jeunes qui croient en leur destin, donc on y croit. Je voulais aussi saluer notre ami Philou, qui nous a dit que ta Freebox, c'était de ta faute, et que Orange était partenaire du rugby, donc il doit certainement bosser chez Orange. Donc on le salue, puisque il nous a fait un petit coucou sur le site pour ça, et ça te permettra peut-être, si tu changes de box, de regarder les matchs chez toi et pas au pub, mon cher Thierry. Allez, call me. Allez, les garçons, c'est comme toujours un grand plaisir. Donc, petit rappel qu'on va pas revenir tout de suite, comme je suis en déplacement, mais on va essayer de revenir pour, on va dire, le mi-chemin pour la 6 Nations Femmes, pour parler de 6 Nations Femmes, de parler un peu de Top 14 et parler aussi de European Championship, de Heineken Cup et tout ça. Ça va être avec un grand plaisir. Allez, à très bientôt, les garçons. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut, les amis. On vous embrasse tous. Ah, ciao les copains, ça m'a fait plaisir de vous reparler, hâte de vous retrouver, de parler de cette équipe de France, j'ai hâte de vous prendre dans mes bras comme Dupont prenant ses bras un Irlandais sur les 2 mètres de sa défense. Allez, bye bye.